là, parce que c'est assez Oui. fichier. Oui, ça, chérie. Oui, c'est normal, ça va bien. OK, la tête est sortie. Très bien, il n'y a pas de Wow. tampon. Voilà. Peut-être s'en vient. Quand vous arrivez sur Terre, on vous inscrit. Sinon, vous n'existez pas. Des informations personnelles qui vous concernent apparaissent alors un peu partout. Elles annoncent l'apparition d'un citoyen, d'une nouvelle mère, d'un nouvel assuré de l'assurance maladie, d'un nouveau sujet d'enquête sociale, de nouvelles exemptions d'impôts. Avant même d'ouvrir les yeux, vous êtes devenu une statistique qui va permettre aux services de santé publique de planifier ses campagnes de vaccination, au centre de la petite enfance de prévoir l'emplacement d'une nouvelle garderie, à une chaîne de magasins de jouets d'ouvrir une autre succursale. Bienvenue dans le monde surprenant des informations personnelles. À Montréal, nous avons croisé Jérôme. Biologiste et expert en rénovation, c'est aussi un nouveau père de famille qui cherche pour le moment comment vivre sans sommeil. Sans qu'il ne l'autorise et à son insu, sa photo, son nom, son adresse sont enregistrés dans un grand nombre de fichiers informatiques. Au Québec seulement, il y a 2700 organismes publics et parapublics qui peuvent collecter des informations à son sujet. L'information personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne spécifique. On collecte des renseignements personnels, on les utilise à l'insu de l'individu. Lorsque vous remplissez des formulaires, lorsque vous vous abonnez à un magazine, à une revue, vous donnez des renseignements personnels. Ces renseignements personnels sont placés sur des listes qui sont échangées, vendues et qui voyagent énormément. L'individu ne contrôle pas. L'individu ne sait pas ce qu'il donne et à quelle fin ces renseignements vont être utilisés. Ça peut être des renseignements classiques, l'âge, l'adresse, etc. Ça, c'est des choses qui se comprennent bien. Mais les fameux identifiants, des chiffres qui correspondent à un individu, les numéros de votre carte de crédit, par exemple, c'est un identifiant important. Et ça permet de zoomer sur un individu et de le cerner. Mathieu vit à Londres. Il est célibataire, ingénieur en informatique et vidéographe. Comme pour Jérôme, le gouvernement, les agences et une foule de compagnies privées ramassent, analysent et conservent des informations qui le concernent. L'État est incapable de gérer des programmes sociaux sans renseignement personnel. Est-ce qu'il va donner des pensions à tous ceux qui la réclament, qui n'y ont pas droit, qui vont la réclamer 2 fois? Alors, le gouvernement est obligé d'avoir des renseignements. C'est une des conséquences majeures de la naissance de l'État-providence. L'entreprise, elle, cependant, à la différence de l'État, veut avoir des renseignements personnels pour vous connaître, pour vous fidéliser. Je vais employer le beau terme de marketing, c'est-à-dire pour vous suivre, pour vous offrir de nouveaux produits, pour avoir une relation d'affaires plus importante, plus payante avec vous. À Los Angeles, Marissa est passée en coup de vent. Comédienne, elle devait faire sa mise en forme, s'occuper de quelques achats, rencontrer un producteur et en fin d'après-midi prendre un vol pour Tokyo où un tournage l'attendait. Selon le US General Accounting Office, au moins 52 agences fédérales ramassent et stockent des informations sur elle. 52 est un minimum, parce que l'étude ne tient pas compte des projets classés secrets et reste muette sur tout ce que ramassent les compagnies privées. Si vous prenez des entreprises qui s'occupent du crédit, comme Equifax ou TRW, des maisons fondamentales, alors là aussi, on a sur les individus une foule de renseignements. Vos cartes de crédit, l'état de votre compte en banque, l'état de vos achats à crédit, l'état également de votre hypothèque. Ça peut être inquiétant que quelqu'un ait de l'information personnelle sur notre compte dès lors que ça donne à cette personne-là un pouvoir ou une autorité sur nous qu'il ne devrait pas avoir. Les grandes maisons de crédit qui déterminent votre code de crédit personnel admettent un taux d'erreur de 25 à 30 %, ce qui est énorme.
quand vous voulez acheter à tempérament, à crédit, selon l'expression, si on a une chance sur 3 de se tromper à votre sujet, c'est quand même embarrassant. Alors, les renseignements personnels, parce qu'ils sont traités, passés de main en main, ont, comment dire, un coefficient de qualité qui est mince. As we go forward, we're going to see computers and networks Plus on va aller de l'avant, monitoring what's in our plus on va voir des ordinateurs et des réseaux contrôler ce qu'il y a dans nos frigos. Est-ce que le lait a tourné? Doit-on refaire la provision de pommes, de beurre? Ils vont suivre à distance comment notre voiture fonctionne. Ils vont surveiller à quelle vitesse nous conduisons, si nous tournons trop brusquement à gauche, si nous freinons. Les hôtels où nous allons, peut-être avec d'autres personnes que nos épouses. Ils vont suivre notre consommation d'énergie. Ils vont nous contrôler de plus en plus. Et devinez quoi? C'est nous qui allons leur demander de le faire, à cause des avantages que nous en recevons. Les compagnies d'assurance vont récompenser les personnes qui mangent de la manière dont ils veulent par des primes moins élevées. Nous allons vers une époque où ils vont nous convaincre de permettre aux compagnies de nous contrôler comme jamais auparavant. En plus, quand il le jugera opportun pour la sécurité nationale, le gouvernement pourra regarder ces données pour vérifier lesquels d'entre nous sont ou pourraient être des terroristes ou des criminels. Savez-vous que le FBI a dit qu'il n'était plus une agence pour résoudre uniquement des crimes, qu'il voulait maintenant prévenir les crimes? Qu'est-ce que cela nous indique? Ça va très bien, il n'est pas jaloux. On s'attend... Monica récupère, elle a perdu beaucoup de poids. Pour avoir une idée de ce qui se passe dans ce nouveau secteur économique, vous n'avez qu'à regarder le domaine des communications, les téléphones cellulaires. Tout à coup, l'élément vital des communications devient l'information. Il ne s'agit plus seulement d'une personne qui parle à une autre personne. Il s'agit de recueillir le plus d'informations possible sur votre positionnement, sur vos habitudes de consommation, sur vos patterns de transactions, sur vos relations avec les autres. Ceci devient essentiel pour la croissance du marché des communications et bien sûr de l'Internet. Tous ces secteurs d'activité utilisent les informations personnelles comme moteur. Partout où nous passons, nous laissons des traces. Et parce que c'est très payant, beaucoup de compagnies sont intéressées à les ramasser. Les informations personnelles prennent des formes diverses. Il peut s'agir de mots, de chiffres, de photos qu'on ajoute telles quelles à un dossier. Mais il est aussi possible de les coder pour qu'un ordinateur puisse les lire. On parle alors d'informations numériques. Sous cette forme, elles deviennent malléables et peuvent devenir extrêmement bavardes quand on sait comment les faire parler. She's supposed to be in town next week, and we'll both come. Great, thank you so much. Here's your receipt. Okay, thanks. Sometimes one company doesn't know the name. Quelquefois, une compagnie ne connaît pas le nom, elle connaît le modèle. Une autre compagnie ne connaît pas l'adresse, mais a une foule de données. Tous ces systèmes communiquent et assemblent un profil. Alors on ne peut pas dire qu'une compagnie doit être capable d'identifier un individu pour que ce soit de l'information personnelle. Si vous pouvez rassembler les morceaux dans un profil, alors c'est de l'information personnelle. Les gens pensent que les caméras vidéo sur la rue ne filment que des personnes anonymes. Mais mettez un système de reconnaissance faciale sur cela, et tout à coup, la personne devient identifiable parce qu'elle a passé un contrôle d'identification et qu'on lui a associé un nom. Au Québec, où on a été les premiers en Amérique du Nord à avoir une loi dans le secteur privé, une entreprise est obligée de vous fournir copie des renseignements personnels qu'elle a accumulés, qu'elle a obtenus et qu'elle détient à votre sujet. Ça, c'est un droit et il faut l'exercer. Après le plastique de la carte de crédit et le disque dur des ordinateurs, la technologie offre maintenant un nouveau support à l'information, le corps humain lui-même. Pour ouvrir la porte de son bureau, Martin utilise les empreintes de son doigt. Le capteur vérifie d'abord que le doigt est bien vivant pour éviter les fraudes par moulage ou amputation. Ensuite, il repère un certain nombre de points sur le doigt et les relie entre eux pour fabriquer une forme géométrique qui est spécifique aux empreintes de Martin.
Un simple calcul donne une valeur numérique à la figure. Cette valeur est multipliée par un nombre propre à la compagnie. Les empreintes de Martin ont généré un code. L'ordinateur consulte les dossiers des employés, trouve le code de Martin, s'assure qu'il est autorisé à entrer et déverrouille la porte. Dans bien des pays, comme au Mexique, par exemple, les gens moins fortunés, qui sont illettrés, signent à la banque avec la reconnaissance du doigt. Le contrôle des frontières est un domaine très important pour tous les pays qui essaient de contrôler les déplacements et l'identification des voyageurs. Selon l'ICAO, le passeport du futur sera un passeport capable de reconnaissance faciale. Vous aurez alors une photo haute résolution qui permettra à un logiciel de vérifier avec une grande fiabilité si vous êtes un sujet indésirable malgré vos documents de voyage. On va nous demander une empreinte de doigt. Le kiosque va ensuite prendre une photo. Le voyageur recevra alors un reçu qu'il devra conserver. Ce sera un document légal contenant de manière codée son empreinte digitale et l'image de son visage. En théorie, ce système de plusieurs milliards de dollars qui encercle les États-Unis va vérifier votre dossier. Et ce dossier va comprendre des informations venant de compagnies privées. D'où vous venez, la maison que vous possédez, et ainsi de suite. Ça va prendre des années pour se développer complètement, mais nous amasserons des informations sur des gens partout dans le monde. Ceci est une image de votre visage en 3 dimensions. Les points verts sont différents points de mesure. Il montre la longueur de votre nez, d'ici à ici, les ailes de votre nez, qui sont ces 2 points. Ces points donnent une image en 3 dimensions, en utilisant de la même manière les mesures de vos yeux, de votre bouche et des autres traits de votre visage. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour un changement. Passer d'une préoccupation d'intimité à une préoccupation de protection pour nous-mêmes, nos voisins, nos enfants et petits-enfants. Notre problème est celui-ci. S'il y a un besoin majeur d'améliorer la sécurité et la vérification d'identité pour nos petits-enfants, alors nous devons le faire maintenant, parce que ça doit commencer avec une collecte d'informations de la naissance à la mort. Nous avons une décision fondamentale à prendre sur la protection de notre vie privée versus la volonté de voir notre gouvernement nous surveiller. Chacun de nous a droit à son opinion. La mienne est que nous n'avons pas d'autre choix que d'établir pour nous-mêmes l'équivalent d'un système de passeport international. Ceci deviendra éventuellement un document légal d'identification. Ce n'est qu'une question de temps. Quand on limite la vie privée, on limite aussi la liberté. Les deux sont inséparables. Les deux sont liés presque en synergie. Alors quand une société veut restreindre la vie privée, l'étape suivante est habituellement de réduire l'autonomie et la liberté. C'est comme une fatalité. En Angleterre, nous avons traversé des villes qui étaient entièrement surveillées par un réseau de caméras. À Londres, dans une seule journée, Matthew va se faire photographier par au moins 300 caméras différentes. One of the most remarkable instances of mass hypnosis in the 20th century. Un des exemples les plus remarquables d'hypnose de masse du XXe siècle, c'est que des populations entières sont amenées à croire que, parce qu'ils peuvent voir un crime grâce à une caméra de surveillance, alors la caméra est nécessaire. On leur dit qu'on doit faire un lien entre la vue de crime et la résolution du problème. Mais seulement les criminologues et les fins observateurs peuvent voir qu'il n'y a évidemment aucun lien entre les deux, à part de rendre les gens plus paranoïaques et plus anxieux.
Certaines de ces caméras de surveillance sont avérées extrêmement utiles. On vient de le voir aux incidents en Grande-Bretagne, aux attentats terroristes, où, grâce à des caméras installées dans une gare, on a pu repérer les présumés terroristes avant l'attentat du 7 juillet. Il y a une dimension de surveillance importante. À l'ouverture de la station, chaque quai avait 1 ou 2 caméras par mesure de sécurité. Maintenant, avec la croissance du réseau de surveillance en circuit fermé, certaines stations ont jusqu'à 35 caméras. Quelques-unes font des gros plans de toutes les entrées et sorties de la station. On prend une image de chaque personne qui entre ou sort de la gare. On les conserve dans l'ordinateur. Si un crime survient dans la station, la police nous demande généralement la bande vidéo témoin. Nous pouvons alors visionner l'enregistrement, voir l'endroit où le crime s'est produit, suivre le parcours d'un individu et copier toutes ces images vidéo sur un CD-ROM qui est ensuite remis à la police pour analyse. La police peut alors utiliser cette preuve pour identifier un individu et reconstituer exactement ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas autant de caméras, nos stations seraient vandalisées régulièrement et elles attireraient les crimes. Elles sont très utiles comme outil d'enquête après les faits pour trouver qui a commis les actes. Mais si vous vous asseyez là à regarder les vidéos toute la journée, pourriez-vous prédire qui ferait sauter le train? Je ne pense pas. C'est mon opinion, mais y a-t-il une preuve que nous ayons besoin de ces caméras pour la sécurité publique? À un moment donné, il faut évaluer et choisir entre la possibilité de trouver quelqu'un qui va commettre un délit et le risque de mettre toute la société sous surveillance. Pour circuler au centre de Londres, les automobilistes doivent payer une redevance. Mais il n'y a pas de poste de payage aux différents points d'entrée. Des caméras enregistrent automatiquement les numéros de plaque et transmettent l'information à l'ordinateur qui retrouve rapidement le nom, l'adresse du propriétaire de l'auto et le montant qu'il doit payer. Privacy International a récemment évalué qu'au Royaume-Uni seulement, il y a 1 million de personnes employées à cueillir, trier et distribuer les informations personnelles. Si on extrapole à tous les pays occidentaux, il y aurait près de 15 millions de personnes impliquées dans ce travail de surveillance. Les autres instruments, le GPS et tout cela, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus menaçant parce qu'on ne le sait pas. La technologie permet de suivre une auto à la trace. À Londres, la voiture de Matthew est assurée par la Norwich Union, une compagnie qui propose à ses clients une police d'assurance très particulière. Avec le consentement de Matthew, la Norwich Union a installé dans sa voiture un système qui transmet à l'ordinateur de la compagnie des informations sur ses habitudes de conduite. Si, durant le mois, Matthew respecte les limites de vitesse, ne fréquente pas les zones à risque comme les centres-villes et stationne son véhicule dans des endroits sécuritaires, sa prime va diminuer pour cette période. Elle sera réajustée le mois suivant en fonction des données reçues par l'ordinateur. On voit venir le jour où vous ne pourrez pas vous assurer si vous n'acceptez pas la surveillance. Alors, ce qu'on a dans le véhicule, on a une unité comme ça de télémétrie qui est cachée en dessous du tableau de bord. Ça contient toute la logique nécessaire pour pouvoir traiter les signaux de positionnement qui viennent des satellites. On voit ici une petite antenne, c'est l'antenne cellulaire, donc c'est ce qui permet d'envoyer les informations via les réseaux cellulaires. L'autre technologie qu'on utilise, c'est l'Internet. Donc, les clients vont être capables, à partir d'un furteur web standard, d'aller consulter les données de leur véhicule. Il est possible de gérer soit un véhicule ou plusieurs véhicules à la fois. Que ce véhicule-ci est en mouvement présentement, il est dans la région de London, en Ontario. Et plus qu'on zoome, on peut voir de plus en plus de détails. Ce véhicule-là, à 11h22, se déplace à 100 km/h, direction sud-est. Et on peut voir qu'il est sur la route 402. Donc, pour le répartiteur, pour lui, il sait si le véhicule va être en temps ou en retard. Si un véhicule est en mouvement, on aurait une
un cercle avec une flèche qui indique la direction du véhicule ainsi que la vitesse, dans quel barème de vitesse le véhicule se déplace. Si c'est un carré, c'est que le véhicule est en arrêt. Et lorsqu'il y a un triangle, ça veut dire que le véhicule est en arrêt depuis plus de 30 minutes. Je vais me rapprocher encore plus. Je vais constater que le véhicule est en direction, justement, nord sur l'autoroute des Laurentides. Donc, l'utilisateur peut voir exactement s'il y a un appel d'un client, appel de service, exactement ce qui se passe avec le véhicule. Je fais un bouton droite, je fais retracer et automatiquement, il m'amène au véhicule donné. J'ai demandé de savoir dans quel secteur il est rendu. Comme je peux voir ici, je suis dans la région d'Ottawa. À 10h50, il roule 6 km/h, donc il vient de commencer à rouler. On voit qu'il est dans un milieu de peut-être un secteur industriel où il y a des adresses, il est peut-être en arrière dans une cour parce qu'il n'est pas directement sur une route. En recherche d'historique, le véhicule, il roulait à cette heure-là environ, ça c'est 14h51, ce qui est hier. Il roulait à 93 km/h. Il s'en est sur l'autoroute des Carrés Sud. We're worried about the slide towards a surveillance society in a big way. Nous sommes préoccupés par le glissement vers une société surveillée parce que ces technologies arrivent une par une, insidieusement. Et tout à coup, elles peuvent se recouper et bingo! C'est comme une solution démesurée et soudainement, on se retrouve dans une société sous surveillance. À la California's Calipatria State Prison de El Centro, Californie, les autorités attachent des puces RF aux humains. Ceci est le bracelet de la compagnie Technology Systems International. Une fois qu'on l'a installé sur un détenu à son arrivée, on peut assez bien surveiller tous ses déplacements. Le bracelet a une puce électronique avec un capteur et nous avons des détecteurs partout dans la cour et les bâtiments. À toutes les 2 secondes, nous avons une lecture qui nous montre où sont les détenus. S'ils l'enlèvent ou le détruisent, nous avons un signal. S'ils s'échappent en dehors de mon système, nous aurons une alerte aussi. Quand ils arrivent, j'entre les informations dans l'ordinateur. Le nom, le numéro, le bâtiment où ils résident. J'installe le bracelet sur eux et le scanne. Lorsque le test est positif, c'est que tout fonctionne normalement. J'aurai alors une liste de tous les détenus à l'intérieur des installations avec un bracelet sur chacun pour surveiller ses déplacements. C'est bon pour eux, et puis franchement pour nous autres aussi. Ça dit tout ce que tu fais. Tu vas à la cafétéria 2 fois, tu manges 2 fois, tu entres là, ça te dit OK. Il est sorti du building numéro 1, il est dans le building numéro 2. Tu peux pas nier, ils peuvent vérifier. C'est bien, je pense. Sur l'écran, on peut suivre un des détenus sur le terrain de basketball. C'est celui-là dans le cercle vert. Avec lui, je peux voir les autres détenus qui l'entourent. Si quelque chose se passe, comme une bataille, nous savons exactement qui était là, du plus près au plus loin. Je peux le retracer tout seul ou avec toutes les personnes autour de lui au moment de l'incident. Je peux revoir la bataille et tous ceux qui ont pu être impliqués ou être témoins. Tout sera sur l'écran. Un détenu a été agressé dans le dortoir numéro 1. Et au début, aucun suspect n'a été découvert. Nous avons utilisé le système et avons trouvé qu'un détenu du dortoir numéro 2 était dans les parages. Ce détenu était handicapé. Il utilisait une marchette. Nous avons pu le retracer quand il entrait dans le bâtiment jusqu'au dortoir où le prisonnier a été agressé. Nous l'avons suivi quand il sortait du building et retournait à son dortoir. Sans le système, nous n'aurions jamais pu l'identifier comme agresseur, étant handicapé et à mobilité réduite. Le bracelet nous a permis de savoir qu'il était en dehors de son dortoir à ce moment et nous avons pu déposer des preuves contre lui en cours. Ici, nous utilisons les fréquences radio pour 2 raisons principales. La localisation d'enfants et le paiement sans argent comptant dans notre parc aquatique. Les familles viennent habituellement au parc avec 3, 4, 5 personnes. Quand ils entrent, ils enregistrent tout le groupe avec des identifications de zones de sécurité. Ils portent ces points de repère sur un bracelet
et n'ont plus qu'à s'amuser. À tout moment durant la journée, si par exemple maman veut savoir où se trouve le petit Billy, elle va à un ordinateur, scanne son bracelet et peut voir sur une carte où sont tous les membres de la famille. Hi, welcome to Safety Zone. Ils sont branchés à des antennes, et nos antennes sont situées partout, sur presque tous les lampadaires. Vous pouvez en voir une juste devant. Nous en avons même une sur le plus haut sommet d'une de nos attractions. Il y en a 30 sur le terrain. Elles se connectent pour permettre à nos clients de se retrouver en utilisant leurs bracelets. Quand vous obtenez votre bracelet de sécurité à Wild Rivers, vous l'activez avec une carte de crédit. Ceci ouvre une limite de dépenses pour chaque personne. Tout ce que ça prend, c'est une connexion Internet et de l'équipement électronique, et nous pouvons utiliser le bracelet pour tout achat. Nous apprécions tellement ce système que nous l'offrons gratuitement à nos clients. En utilisant leur carte de crédit, ils peuvent profiter de leur journée. Nous voulons qu'ils restent longtemps. Nous voulons qu'ils dépensent de l'argent pendant qu'ils sont ici. Plus ils resteront longtemps, plus ils auront du plaisir et plus ils reviendront souvent nous visiter. Vous pouvez garder un enfant dans un parc jusqu'à 16 ans si vous avez un parc assez grand et solide. Il ne fera rien de mal, mais ne pourra pas grandir, créer et vivre une vie humaine. C'est une analogie avec ce qui arrivera aux gens qui se sentent constamment sous surveillance. Si leurs communications sont suivies, si leurs transactions Internet sont suivies, ça paralyse le développement. Les gens qui s'expriment plus radicalement dans notre société vont protester plus fort, mais la majorité des gens vont se sentir contraints. Et cela n'est pas une bonne chose. Dans des maisons de retraite, la surveillance à distance commence à remplacer très efficacement d'ailleurs un personnel qualifié, rare et coûteux. In our desire to have a facility that we'd live in, which is smaller, 15 people. Dans un établissement où vivent moins de 15 personnes, nous voulons être sûrs que les services offerts sont adéquats, que nous accomplissons ce que nous promettons, que nous avons un bon contrôle de la situation. Pour faire cela, sans trop de gestionnaires, nous avons besoin d'avoir de l'information. Elle a eu un arrêt cardiaque il y a 2 ans et sa mémoire est affectée. Parfois, elle ne se rappelle pas de manger quand elle le doit. Elle est diabétique et doit manger régulièrement. Alors, la technologie leur permet de la trouver au besoin. For instance, if it happened to me, and if I had a diabetic lapse. Par exemple, si j'avais une défaillance diabétique et me retrouvais inconsciente, quelqu'un pourrait m'identifier avec cela. Il saurait quel est mon problème et pourrait m'aider. Ce serait très important. Alors j'aime ça. Il y a 4 graphiques que nous pouvons observer et je peux changer la période que le graphique représente. Par exemple, si je retourne il y a 1 mois, je peux voir que cette résidente a un cycle de 3 jours. Le premier jour, elle demande moins d'assistance, le jour suivant, un peu plus, et le 3e jour, encore plus. C'est étonnant de voir comme ce pattern est régulier pour elle. Alors, si tout à coup nous avions 2 ou 3 jours consécutifs avec beaucoup d'assistance, je saurais qu'il y a un changement pour elle. Nous avons placé des capteurs de mouvement aux 4 coins du lit sous les pattes. Elles mesurent la torsion et le poids sur le lit. Ça m'a permis de surveiller si ce patient avait dormi durant la nuit et combien de fois il s'était levé. J'ai pu ensuite donner cette information à son médecin pour essayer de lui procurer un meilleur sommeil. Il a changé ses médicaments diurétiques et un de ses somnifères. Alors nous pouvons voir qu'hier soir, ce monsieur est allé au lit vers 7h30, a eu une période de sommeil satisfaisant, il s'est levé pour aller à la salle de bain à 10h et est ensuite demeuré assez calmement au lit jusqu'à 7h30 ce matin. Au Baja Beach Club de Barcelone,
La direction a trouvé une façon totalement décadente d'utiliser les puces d'identification RF. Ce soir, je vais me faire implanter une puce pour avoir accès à la section VIP du club Bahia Beach. Je suis très nerveuse, ça me fait peur, mais j'espère que ça ira bien. Je vais le faire parce que je vais avoir un accès plus facile à la section VIP. Compte très bien parce que je viens souvent ici. Je suis surprise parce que je pensais que ça allait faire mal, mais maintenant je suis vraiment heureuse de la voir. Je suis forte, n'est-ce pas? Bienvenue dans le groupe, bienvenue dans la famille. Quand j'ai ouvert le salon VIP, je me suis rendu compte qu'il faudrait une carte. Je voulais que cette carte VIP soit vraiment spéciale, à la fine pointe de la technologie. J'ai cherché différentes sortes de cartes ou de clés d'accès et j'ai réalisé que cette technologie existait. C'est une puce implantée sous la peau qui remplace la carte VIP. On l'utilise aussi de façon encore plus poussée comme méthode de paiement. Nous sommes le seul groupe au monde qui emploie cette puce sous-cutanée comme système de carte de débit. Ça fonctionne très facilement. D'abord, il y a un lecteur à l'entrée principale et ensuite un autre lecteur ici à l'entrée du salon VIP. Les gens qui ont l'implant sont identifiés comme personnes VIP et autorisés à entrer. Elles ont du plaisir, prennent des consommations et à la fin de la soirée, elles n'ont qu'à demander l'addition. La serveuse scanne leur puce et le paiement est déduit de leur compte maison. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les gens et sûrement pas de renseignements bancaires. Je demande seulement leur nom et ils peuvent me donner n'importe quel nom. Je veux le moins d'informations possible. J'ai le nom et une photo de la personne. J'entre ces données dans le système. Leur compte est prépayé. Et cet argent peut seulement servir pour des consommations ici, à l'intérieur du club Bahia. C'est de l'argent pour dépenser, si vous voulez. Mon père me fait vivre. Il met de l'argent dans mon compte, alors pour le moment, ça va bien. Quand vous voyez certaines de ces technologies, c'est très facile de se décourager, d'abandonner. On a tous nos mauvais jours au bureau, on se dit « à quoi ça sert de se tracasser ?» Mais c'est important et ça vaut la peine de se battre. C'est un peu comme l'environnement. Si on regarde comment était pollué le lac Erie il y a 20 ans, on peut dire à quoi bon? Mais il ne faut pas faire ça. Nous avons l'intention de vivre ici et les données personnelles vont rester aussi longtemps que les toxines qu'on a déversées dans les grands lacs. Alors, on doit trouver comment s'en débarrasser, comment les supprimer et arrêter ce genre d'archivage de la vie des gens qu'on a laissé la technologie créer aujourd'hui. Dans les cultures orales, on a seulement la mémoire pour emmagasiner les informations. Alors c'est très difficile de garder beaucoup d'informations et des renseignements sur un grand nombre de gens. La différence est venue dans différentes sociétés. Au Canada et ailleurs, il y a eu par exemple des façons d'enregistrer des informations en faisant des marques sur des bâtons ou des pierres. Really, the beginning of data collection came when writing came in. Mais la collection de données a réellement commencé avec l'écriture, quand l'enregistrement d'une information ne dépendait plus de la mémoire d'un seul individu. Elle était enregistrée ailleurs et pouvait être archivée. When paper came in, undoubtedly, records flourished. Printing meant reduplication. See, before that, avec l'invention du papier, on a pu faire de la duplication. Avant cela, les gens devaient tout faire. Faire le formulaire, faire les lignes et écrire. Avec l'impression, on a pu reproduire des formulaires similaires pour tout le monde et obtenir ainsi plus d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'information électronique,
les difficultés ont changé par rapport à quand on avait de l'information sur le papier. Alors oui, on peut enregistrer beaucoup plus de données, on peut les garder plus longtemps, on peut les copier facilement à plusieurs endroits virtuellement sans erreur. La difficulté maintenant se retrouve à organiser cette information et essayer de la retrouver ou de la croiser. Dans ses travaux, Sylvana Côté croise les données qu'elle reçoit de Statistique Canada avec les renseignements personnels qu'elle recueille elle-même. Les données de recherche peuvent être utilisées en quelque sorte pour prendre une photo satellite de notre réalité. C'est-à-dire qu'on prend un recul et on regarde les grandes tendances dans une population. Le taux de chômage, le taux d'alcoolisme, le taux d'échec scolaire, par exemple. C'est certain que les statistiques doivent être utilisées judicieusement, puis c'est pour ça que c'est pas n'importe qui doit utiliser les statistiques et que les gens sont formés pendant une dizaine d'années à pouvoir les utiliser. Il suffit d'avoir des principes éthiques qui guident notre utilisation. Mais il y a aussi le fait que si on se fie pas sur les chiffres pour comprendre notre réalité, notre environnement, sur quoi on va se fier? Sur des anecdotes, sur le vécu de notre voisin, notre frère, notre sœur, c'est la meilleure façon d'avoir une photo de la réalité autour de nous. Puis c'est la meilleure façon de voir les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Dans mon domaine de recherche, j'étudie le développement des enfants et donc ça implique d'évaluer l'enfant et sa famille et son environnement plus large. Donc, par exemple, on va demander aux parents de rapporter comment se comporte leur enfant, à quelle fréquence il est agressif, à quelle fréquence il est triste, anxieux, déprimé, à quelle fréquence il est hyperactif, par exemple. Ensuite, on va demander aux parents de l'information sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un emploi? Quel est leur revenu? Quelle est leur éducation? Est-ce qu'ils sont mariés? Quel genre d'interaction ils ont avec leurs enfants? Quel genre de pratique parentale ils utilisent? Et finalement, dans des données comme celles recueillies par Statistique Canada, on va avoir de l'information sur le voisinage. Est-ce que la famille vit dans un voisinage qui est plutôt défavorisé ou un voisinage qui ne l'est pas du tout? Et tous ces niveaux de variables-là peuvent permettre de comprendre pourquoi un individu se développe d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est en raison de caractéristiques personnelles de l'enfant? Est-ce que c'est en raison de son milieu familial? Ou est-ce que c'est associé au milieu social plus large? L'industrie du marketing fait un usage massif de renseignements personnels parce que c'est efficace et très rentable. Donc, on essaie de faire une traduction, je dirais, d'une base purement statistique, purement sociodémographique, à une base de comportement d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre cette information-là et comment ça se traduit en comportement d'achat, et cela directement à un univers marché très restreint. On a des alliances avec des partenaires comme le PMB, le Print Measurement Bureau, qui, eux, font un sondage pan-canadien sur des habitudes de consommation. Donc, ils posent des questions à des gens sur des thèmes bien spécifiques, technologie, côté humain, médias, etc. Puis, à ceci, on vient greffer aux informations qu'on a collectées de Statistique Canada. On va être capable d'aller appairer cette information-là à de l'information de compagnie, par exemple. Je suis un bijoutier, je suis un détaillant en alimentation ou autre. À partir de l'information qu'il y a sur sa clientèle, justement faire un joint entre cette information, l'information marché, pour pouvoir faire des actions subséquentes, et ça de façon ciblée. C'est-à-dire, au lieu d'y aller sur l'ensemble de l'île de Montréal, par exemple, pour une action donnée, je vais aller voir sur le territoire où se trouvent les gens qui ont un plus fort potentiel de répondre positivement à mon offre, par exemple, et je vais aller diriger cette offre dans ces marchés précis-là. Les États-Unis ont passé en 1974 le Privacy Act, qui empêche le gouvernement fédéral de recueillir des informations personnelles. Une des clauses très importantes de cette loi interdit au gouvernement de recueillir de l'information, à moins d'avoir une raison valable pour le faire. En temps normal, le gouvernement n'a aucune raison valable de recueillir des informations sur des gens comme vous et moi. Alors le gouvernement a permis au secteur privé de collecter des informations personnelles. Et quand le gouvernement s'intéresse à vous, il peut simplement acheter les informations personnelles vous concernant à une compagnie privée comme ChoicePoint. Quand on ne sait pas,
On ne peut rien y faire. On ne peut pas vivre en société d'une façon prudente et éclairée. C'est donc le côté invisible de la collecte d'informations. C'est cette infrastructure cachée, plus que le fait même de collecter de l'information, qui doit nous préoccuper. La personne qui a un beau dossier dans une base de données commerciale est le consommateur moyen, qui dépense beaucoup d'argent et habite dans sa propre maison. Cette personne peut être pourrie, être une personne peu généreuse et méchante avec les autres, mais elle aura l'air d'une bonne personne dans ces bases de données parce que tout ce qu'elle mesure, c'est votre activité commerciale. Et pas si vous êtes une bonne personne, si vous êtes honnête ou non violent. Big Brother throughout the ages, no matter what regime you choose throughout history. Au fil des ans, Big Brother, peu importe le régime politique, a toujours soutenu que les bonnes personnes qui obéissent aux lois n'ont rien à craindre du système. Big Brother est seulement là pour déterminer qui sont les intrus, les subversifs, les criminels, les ennemis politiques. Tout cela n'a pas changé. Big Brother au XXIe siècle est identique. La seule différence, d'après moi, c'est qu'avant, ce niveau de contrôle et de surveillance pouvait être détruit, comme ça s'est passé d'ailleurs dans de nombreux régimes, par exemple en Europe de l'Est, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Maintenant, ces systèmes de surveillance, de contrôle, ces systèmes Big Brother se sont glissés au cœur de notre société et de notre économie. Nos systèmes de communication, nos systèmes de surveillance, nos systèmes informatiques, notre milieu de travail sont des lieux de surveillance. C'est de cette façon-là que le système est construit. On appelle cela « surveillance by design ». Ce système-là ne pourra jamais être renversé. Il ne pourra jamais être détruit. Je crois que les pays moins développés sont en avance sur les États-Unis, dans le sens que chez nous, il existe un système de relations gouvernementales. Il existe un contrat, du moins en principe, qui protège chaque citoyen face à une intrusion du gouvernement dans nos vies personnelles. Dans la majorité des cas, les autres cultures du monde ne possèdent pas, si vous voulez, ce genre de restrictions par rapport à la protection des données personnelles et à la protection de la vie privée qui est ressentie de façon si viscérale par tant d'Américains. Comme dans toute réalité humaine, il y a à la fois une dimension intéressante et une dimension terrifiante. Je vous prends un exemple concret. Le massacre au Rwanda des années 90 a été favorisé par une démarche qui semblait absolument géniale, puisque le colonial, la métropole belge, avait laissé aux administrateurs la façon de tenir des registres de population et des cartes d'identité. Et dans la carte d'identité qu'avaient tous les citoyens belges, les citoyens rwandais, il y avait la religion et l'adresse. Alors, quand on a décidé de procéder au massacre que l'on sait maintenant, il était très facile de savoir que dans tel immeuble dans la capitale, au 3e étage, il y avait une famille qui avait telle religion et qui était de tel groupe ethnique. Et on a pu identifier un nombre incroyable de personnes qui ont été liquidées précisément à cause de ce renseignement personnel très précis, qui était détenu par l'État. Dans la vie de tous les jours, on a une idée assez précise de notre degré de visibilité qu'on offre aux autres. Quand on parle à une autre personne, quand on marche dans la rue, on a une assez bonne idée de la portée de notre voix et des personnes qui peuvent nous voir. Dans le monde de l'information, l'un des problèmes, c'est que nous n'avons pas encore bien compris comment ça marche. La plupart des gens ne comprennent pas bien comment fonctionne la technologie. Alors, nous n'avons pas encore les moyens de voir les traces qu'on laisse derrière nous. Certains, par exemple, vont attacher une importance incroyable à un petit renseignement qui va nous sembler banal. Par exemple, une femme battue. Une femme battue ne voudra absolument pas que l'adresse du centre d'accueil où elle est hébergée soit connue. Et pourtant, des adresses, s'il y a quelque chose de public, on se promène dans les rues, on en voit. Chacun attache une valeur à un renseignement personnel selon les circonstances, selon ses propres besoins et sa propre situation.
qu'un député ou un ministre soit marié, qu'il ait une conjointe de fait et vice-versa, ça n'a plus aucune importance. Par contre, aux États-Unis, à chaque élection présidentielle, les renseignements de la vie maritale, c'est quelque chose de phénoménal qui nourrit en quelque sorte toute une dimension de la campagne électorale. Là aussi, je pense qu'il est important de comprendre que les renseignements personnels pour les médias varient selon la culture et les problèmes d'une société. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité est l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face. C'est l'utilisation frauduleuse d'une identité, pas nécessairement pour porter atteinte à la sécurité de la société, mais simplement pour le bénéfice économique du criminel. C'est l'ennemi, si vous voulez, de l'individu qui a un bon taux de crédit. Comment pouvons-nous protéger cette cote de crédit et comment pouvons-nous protéger cette identité? C'est un défi qui préoccupe beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pas tant chez les jeunes qui n'ont pas d'argent, mais les personnes plus âgées qui veulent protéger leur acquis. Les institutions financières, autant que les individus d'ailleurs, font face à un défi énorme. La technologie actuelle nous incite à rassembler toute l'information possible et ensuite à se demander ce qu'on va en faire. Mais je crois que ce n'est pas très stratégique si la législation se limite à restreindre le type d'information que l'on peut collecter. Ce qui pourrait par contre être plus efficace, c'est de permettre aux gens de savoir quand l'information est recueillie, pour qu'ils puissent comprendre leur implication dans la société et savoir quelles traces ils laissent derrière eux. Le marché de l'information est une affaire de dizaines ou de centaines de milliards de dollars. Nous avons beaucoup étudié ChoicePoint, un courtier de données qui achète et vend de l'information servant non seulement au commerce, mais aussi à la police et au gouvernement. Cette compagnie a fait un revenu de presque $1 milliard l'an dernier, et ce n'est qu'une des nombreuses compagnies impliquées dans ce domaine. Il y a d'autres compagnies importantes, dont LexisNexis et Axiom, qui achètent et vendent de l'information personnelle, et ce sont des compagnies inscrites en bourse. L'information, c'est le pouvoir. Point. Et là, la seule question qu'il y a à poser, es-tu assez intelligent pour utiliser ton pouvoir à ton avantage? C'est la seule question qu'il faut se poser. Alors, comme militants, nous, on a très vite réalisé qu'on avait autant besoin d'informations que les compagnies d'assurance, que le réseau de la santé, etc. Il fallait, nous-mêmes, en tant que militants, avoir des données sur qui et comment, mais que je n'avais pas besoin de savoir les noms, les adresses, les numéros de téléphone. Ça, c'était très secondaire. Autant pour la formation des médecins que pour faire de la prévention, que pour faire de la recherche, que pour comprendre le virus, que pour comprendre le phénomène du sida, je n'avais pas besoin de données qui identifient les personnes. C'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on aurait plus le droit de décider qu'il y a des informations qui nous concernent, circulent ou non. A priori, la dignité humaine, la liberté humaine, bien, ça nous donne le droit de dire non. Si ce droit-là n'existe plus, il n'y a plus de liberté humaine. Puis on n'a pas la liberté rien que parce qu'on n'a rien à se reprocher. On est libre, même si on a des choses, si on n'a rien à se reprocher, on est libre. Si la liberté ne sert que lorsqu'on a des choses à se reprocher, elle n'est plus très utile. Marissa va prendre son vol. Un nombre incroyable de renseignements personnels est attaché à son passeport et à son billet d'avion. On voit de plus en plus l'information personnelle utilisée pour élaborer des tableaux de risque basés sur le bilan des individus. Ceci nous amène là où la majorité d'entre nous ne voulons pas aller. Il pourrait y avoir un jour une cote de sécurité sur chacun de nous. Les pays ont constitué des méga-banques de données sur les ressortissants qui voyagent à l'étranger. En présentant son billet d'avion, Marissa donne en même temps son nom, son adresse, sa destination, son numéro de vol, le nom et l'adresse de l'agence de voyage, le mode de paiement, le numéro de la carte de crédit qu'elle a utilisée. Avant même que Marissa monte dans l'avion,
Tokyo est déjà informé de son arrivée prochaine. Son passeport a été confronté à une liste de passeports volés. Les ordinateurs ont automatiquement vérifié si son nom figurait sur une quelconque liste de présumés terroristes. Pour résumer, ce qui donne le frisson dans ces dossiers permanents, c'est que vous obtenez le profil d'une personne, et c'est ce qui est attendu d'elle. La créativité et la diversité impliquent du changement, impliquent que des gens cassent le moule. Dans un monde nouveau, les personnes ont la capacité de faire des choses différentes, de changer d'environnement, de joindre un groupe, de bouger. Au Canada, comme société multiculturelle, nous défendons cela. Nous célébrons la différence. Et c'est ce qui est menacé. La surveillance empêche les gens d'être différents parce qu'ils craignent la manière dont ils seront interprétés. De plus, un dossier permanent prédit votre comportement en se basant sur votre conduite dans le passé. On vous offre un livre que vous avez déjà lu. Je veux lire quelque chose de différent la prochaine fois. Je veux aller à un endroit différent. On ne veut pas être prévisible. On veut être différent. On veut être créatif. Dans une société d'information, c'est l'habilité de changer, de trouver de nouvelles choses qui fera une grande nation au niveau économique, culturel et artistique. La vie privée est fondamentale pour cela. Si on ne peut pas protéger notre propre capacité d'être nous-mêmes sans que les autres nous disent qui on est et qui on sera, alors nous sommes perdants. Et nous perdons beaucoup comme nation et comme société. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La technologie progresse à une vitesse folle. Bientôt, tout le monde pourra espionner tout le monde. La vie privée comme nous l'avons connue n'existe déjà plus.